Bonjour et bienvenue dans le podcast Vérité. Je suis Ambeline Becker, j'accompagne depuis plus de 10 ans des entrepreneurs, des chefs d'entreprise à s'aligner à leur prochain niveau d'accomplissement, à élever leur pourquoi et leur entreprise. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Lionel Barachin, ancien sportif de haut niveau en ski freestyle notamment, issu d'une famille d'entrepreneurs. Lionel a démarré sa carrière en créant 2 sociétés dans le bâtiment qu'il revend en 2017. Aujourd'hui, Lionel est investisseur et associé dans 9 entreprises, dont l'Académie de la Haute Performance, que vous avez peut-être déjà découvert dans le podcast, l'épisode 4, avec Pierre David, son fondateur. Vous découvrirez dans cet épisode avec Lionel à quel point son chemin d'entrepreneur lui a permis d'accepter sa spiritualité, sa sensitivité, et comment cela facilite ses succès, ses investissements et son bien-être. Une conversation surprenante et très inspirante. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous retrouve à la fin. Bonjour Lionel et bienvenue dans le podcast Vérité. Bonjour Ambeline. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureuse de créer cette conversation avec toi et ça va être très riche, très inspirant. On va se laisser porter comme d'habitude. Eh bien, merci à toi pour cette invitation et puis allons-y. Alors, avant de commencer, est-ce que tu aimerais nous dire où tu te trouves pour qu'on puisse t'imaginer dans ton environnement? Alors, je vais faire du plus petit au plus grand. Je me trouve donc dans une pièce de carré, une pièce qui doit faire 3 mètres par 3 mètres. C'est une pièce de réunion dans un coworking. Le coworking se trouve au centre de Madrid, qui se trouve en Espagne, qui se trouve en Europe, qui se trouve sur la Terre, qui se trouve dans l'univers. Dans notre galaxie, donc tu es bien Exactement. Dans la même galaxie que moi? Ok. Magnifique. Et est-ce que tu aimerais nous parler? Alors, je sais que tu as plein de choses dans ton parcours que je l'ai lu dans un des articles que tu avais écrit, tu as eu plusieurs vies en une. Mais est-ce que tu aimerais nous partager un peu les grandes lignes et ce qui te semble vraiment important de connaître à propos de toi aujourd'hui? Ouais, carrément. Déjà, la grande ligne, je m'appelle Lionel Barachin. Actuellement, j'ai 39 ans. Donc, je viens de Haute-Savoie, un petit village peuplé d'irréductibles Gaulois qui résistent encore et toujours à l'envahisseur. Donc, du nom de Thônes. Donc Thônes en Haute-Savoie. Je fais ce lien avec les résistants parce que c'était un des fiefs de la résistance pendant la guerre 39-45. Okay. Voilà. Et donc voilà, on va dire montagnard. J'ai on le verra peut-être après plus tard, j'ai eu la chance d'avoir accès au ski puisque j'étais à côté des stations. Je viens d'une famille qui était dans le bâtiment, travaux publics, la construction. Et entrepreneur, je crois. Hein, exactement, entrepreneur, ouais, de père en fils. Et qu'est-ce que je peux dire dans les grandes lignes? Et effectivement, donc voilà, j'étais sportif de haut niveau, donc en ski freestyle à l'époque. Et puis j'ai vu que t'étais aussi pilote de bobsleigh. Oui, effectivement, ouais. Alors pareil, c'est une histoire de famille aussi, puisque mon grand-père et mon père et mes oncles ont fait du bobsleigh, donc j'ai baigné dedans depuis tout petit. Et quand j'ai arrêté ma carrière de ski freestyle, j'étais un peu dopé à l'adrénaline et je me suis lancé dans le bobsleigh de manière amateur, donc pour piloter des bobsleighs à la piste de la Plagne, donc ancienne piste olympique de la Plagne. Et puis t'as fait des études aussi en parallèle du sport? Ouais. Exactement. Donc j'ai en parallèle du sport parce que je savais que si je devenais pas le numéro 1 mondial, il y a peu de chances que je gagne ma vie avec le ski freestyle. Donc j'ai quand même tout fait pour garder les études. Et donc j'ai un master comment on appelle ça enfin, j'ai un master gestion et administration des entreprises donc que j'ai fait à Paris. MBA, ouais. À Paris, c'était un master. Okay. Par contre, à Madrid, j'ai fait un MBA Sport Management, donc gestion des entités sportives. Ouais. Ici à Madrid, à l'école du Real Madrid, justement. Pas mal comme ouais. Ouais, super cool, super intéressant. Et puis t'as, il me semble aussi quelque chose dans la logistique.
un master en achat et logistique, c'est ça? Ouais, exactement. J'ai refait une année supplémentaire à Paris, toujours en master logistique et achats internationaux. Voilà, tout simplement. Enfin, tout simplement. Une année en plus. Et alors, sur ce parcours, en fait, comment, à quel moment l'entrepreneuriat arrive? Alors l'entrepreneuriat, déjà, avant qu'il se manifeste dans la réalité, il était déjà, on va dire, présent en moi, déjà, comme on l'a dit avant, de par, on va dire, ma famille. Mais je savais, hein, je me rappelle très bien que quand j'avais écrit des lettres de motivation pour entrer dans des écoles, j'avais déjà mis à l'époque, oui, mon objectif, c'est vraiment de créer ma propre entreprise. Je savais pas encore quoi. À chaque fois, je me posais la question, mais bon, l'idée venait pas. Et puis elle s'est manifestée. Alors elle s'est manifestée une première fois quand j'ai décidé de monter une association avec mes amis. Alors, c'est pas une entreprise puisque c'est à but non lucratif, mais quand même, mine de rien, c'est quand même une structure. Il y a des comptes bancaires, il y a des gens à manager. C'est oui, une entreprise. Hein. Bah, bien donc sûr, c'était une association, c'est de l'entrepreneuriat, oui. Ouais, c'est ça. Donc j'ai été président d'une association. Donc ça, c'était vraiment ma première chose. Et puis ensuite, au niveau de l'entreprise, je me suis lancé à la sortie de l'école, donc à la sortie de mon master en logistique. J'ai décidé d'intégrer une entreprise familiale qui vendait du béton, donc une centrale à béton. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait une opportunité sur un des fournisseurs donc de ciment, parce que pour faire du béton, il faut du ciment. Et c'est là que j'ai monté, j'ai monté ma boîte d'import de ciment. Donc voilà, j'ai importé du ciment de différents pays d'Europe vers la France. Ça, c'était ma première, on va dire, entreprise officielle en France. Ok. Et ça, tu restes, enfin, tu te consacres à celle-là ou parce que, enfin, t'en as créé 2, il me semble, dont tu es sorti après. Est-ce que c'était en même temps? Est-ce que tu les as fait l'une après l'autre? Comment ça s'est passé? Alors déjà, j'ai créé celle-ci et elle a tout de suite bien marché. Donc forcément, ça m'a donné de la confiance. Donc j'ai créé une autre société donc qui s'appelle Bloc Titan. Je l'ai créé 2 ans après. Donc le ciment, je l'ai créé en 2010 et Bloc Titan, je l'ai créé en 2013. Donc Bloc Titan, c'est des gros Lego. Vous en avez peut-être sûrement vu parce que maintenant il y en a de plus en plus en France. Donc mais quand je l'ai créé, il n'y en avait pas. C'est des gros Lego donc en béton. Donc c'est des gros blocs de béton qui font, faut imaginer 2 tonnes 5, donc ça fait 1 mètre 8 par, enfin j'ai plus exactement les dimensions à tête, et qui ont 8 prises mâles sur le dessus, 8 prises femelles dessous, comme un Lego en plastique, mais sauf que là c'est pour les adultes, et ça fait 2 tonnes 5, et ça permet de créer des murs de soutènement très rapides, faire des barrages anti-attentats. Ça permet de faire des protections anti-avalanche. Enfin bref, ça a différentes fonctions, mais vraiment l'objectif c'est faire du montage rapide, comme un Lego. Et donc ça, je l'ai monté. Et ces 2 sociétés-là, je les ai vendues la même année, donc en 2017, parce que j'avais pris la décision que je m'étais de manière naturelle focalisé sur le métier de la construction, parce que ma famille était dedans, mais qu'à la base c'était pas vraiment ce qui me faisait vibrer. Donc j'ai pris la décision de vendre ces entreprises et pour retourner dans le milieu qui me faisait vibrer à la base, c'est-à-dire le sport. Et alors qu'est-ce qui se passe en 2017? Tu vends des entreprises et comment tu retournes dans le sport? Alors donc je vends mes entreprises. Et alors au début c'est ce qu'on appelle la lune de miel, donc de l'argent, du temps. Donc je fais un tour du monde. Je me dis tiens, je vais faire un tour du monde avant de me relancer tout de suite, parce que bon, j'avais quand même bien bataillé pendant plusieurs années, forcément. Hein. Quand on entend créer une société, bah, tu sais ce que c'est, Amblin. Il y a, surtout au début, il y a pas mal d'énergie à fournir. Donc je fais un tour du monde, mais très rapidement, forcément, je m'embête. Au bout de 4-5 mois, j'avais prévu 1 an, mais au bout de 4-5 mois, les plages de Bali ou australiennes ont commencé à se ressembler et le temps devenait long. Donc là, j'ai décidé de m'expatrier, enfin d'aller à Madrid. J'ai connu Madrid via de manière complètement comment dire, by chance, ouais, par chance, quoi. hasardeuse, par chance. Hasard, ouais.
Voilà, parce que un de mes fournisseurs de ciment était espagnol et ses bureaux étaient à Madrid, et aussi parce que j'avais rencontré une fille sur le chemin de Compostelle qui était madrilène, et du coup c'est elle qui me fait connaître Madrid. Et je m'étais dit, si un jour j'arrive à vendre mes sociétés, je m'expatrie à Madrid et j'essaie de créer quelque chose. Donc là, pour le moment, tout était beau. Je m'expatrie à Madrid. Au début, voilà, je commence à m'intégrer. Et c'est là que j'ai fait le master également, sports management, pour me mettre entre guillemets bien au niveau réseau, au niveau connaissance, me mettre à jour ici en Espagne. Ouais, donc c'est le master finalement qui te remet dans le sport. Voilà. Et gros projet, donc j'avais un projet de monter une vague de surf artificielle. Ouais. À Madrid. Donc là, toujours la lune de miel, wow, super. Ah oui, en indoor, c'est ça? Ouais, en indoor, exactement. Ouais. Alors en indoor, à Madrid, vu qu'il fait beau, même à Barcelone, tu peux le faire en outdoor, contrairement on va dire, à ma région en France, tu peux quand même le faire en outdoor. Mais oui, effectivement, la plupart du temps, c'est en indoor. Et donc là, j'étais toujours à full confiance, machin. Et pendant que je fais mon benchmark, j'apprends que déjà il y en a une qui se monte à Madrid. Et c'est là que commence la fin de la lune de miel. Ensuite, je me tourne vers Barcelone. J'ai des contacts au niveau de la mairie. Au début, ils ont l'air intéressés. Ça avance. On est presque, on y arrive presque. Et là arrive le Covid. Donc là, ils arrêtent tout. Ils freinent les cas de fer, comme on dit. Et là, pour moi, ça a été vraiment le début d'une descente aux enfers. Parce que mon projet s'arrêtait, je savais plus quoi faire en Espagne parce que ce projet-là était terminé. En plus, j'avais vendu ma société. Je me suis dit tiens, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Donc je retourne en France pendant le Covid. J'essaie d'aider mon père sur sa boîte familiale, mais je me sentais pas à ma place. Et en fait, au bout d'un moment, je me dis mais enfin, est-ce que j'ai bien fait de vendre ma boîte, tu vois? Je me suis dit merde, je fais plus rien, je commençais à tourner en rond. Je crée une boîte, enfin je deviens associé avec des collègues, je crée une boîte qui ne marche pas, donc c'est un fiasco. Et là, en fait, petit à petit, la confiance elle descend. Et c'est marrant comme elle peut être au top et quelques années après être en bas. Ouais. Et pourtant, t'avais de l'argent de côté à cette époque, j'imagine. Ouais, mais c'était même plus une histoire de confiance d'argent, c'était me dire. Ouais, mais c'est important de le préciser, tu vois. Ouais, exactement. Ouais, tu fais bien de le dire. C'était même plus une question d'argent, c'est est-ce que je suis capable en fait de remonter une boîte ou est-ce que c'était un coup de chance. Donc ça a été la descente aux enfers. Et puis en fait justement pendant cette descente aux enfers, j'ai par hasard sur internet, j'ai vu une publicité de l'Académie de la haute performance. Voilà, et je me suis inscrit pour tester leur méthode de la dépolarisation. Comme quoi, les publicités peuvent nous apporter un associé. Hein. C'est clair. C'est le meilleur retour sur investissement de la campagne, je pense. Non mais c'est clair. Surtout qu'en plus à la base, moi, les pubs, j'étais le premier à dire non, moi les pubs, elles me touchent pas quoi. Donc je m'inscris à un webinaire et c'est là que je vois Pierre David pour la première fois, et donc du coup je fais ces sessions de dépolarisation. Et à la fin de notre échange, on va dire de l'accompagnement, il me propose de rentrer en tant qu'actionnaire dans la société. J'ai mis presque un an. Au début, je dis non, moi je suis un entrepreneur, entre guillemets non, je veux pas devenir associé, je remontrerai quelque chose. Et puis vu pendant on va dire ce Covid et cette année-là, je suis pas arrivé, puis j'ai pas trouvé d'idée. À la fin du coup, je me suis dit ouais, pourquoi pas en fait. J'ai accepté en fait, tu veux, cette année au fond du trou m'a fait accepter le fait que je pouvais aussi être associé et pas forcément actionnaire majoritaire. Et parce qu'en fait, c'est quoi qui te repoussait en fait? Pourquoi t'as pas dit oui tout de suite? Parce que alors pour deux raisons. La première, c'est ma liberté. Si j'ai monté des boîtes, c'est pour pas avoir de patron, d'une. Et là, je m'étais dit, si je suis actionnaire minoritaire, Pierre, entre guillemets, ce sera mon boss, donc je vais perdre ma liberté. Et la deuxième raison, c'est que j'ai toujours voulu prouver que j'arrivais les choses par moi-même. Je m'étais dit, voilà, si je suis actionnaire majoritaire et qu'on booste la boîte, le mérite ne me reviendra jamais. Beaucoup d'ego là-dedans, Ombline. Ouais. Bah oui, mais il faut passer par là. Hein.
Ouais. Et justement, aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Comment t'as évolué par rapport à tout ça? Ah bah, je remercie la vie et Pierre David aussi d'avoir découvert cette opportunité parce que d'une, j'ai découvert une entreprise qui avait du sens. Pierre David, vraiment un associé en or parce que maintenant ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble, on s'entend vraiment bien, on est complémentaires. J'ai découvert une méthode qui m'a aidé et qui je vois qui aide énormément de gens. Donc la fameuse dépolarisation, la dépolarisation mentale. Et on a reçu Pierre dans le podcast, c'est notre 4e interview. Oui, tout à fait. Financièrement pour moi aussi, faut pas. On est dans le blog vérité là, donc enfin le podcast vérité, donc financièrement faut pas se voiler. Effectivement, c'est un bon investissement. Ouais. Donc ça c'est top. Et en plus de ça, puisque donc j'habite à Madrid maintenant depuis 5 ans, et bien en plus de ça, là on est en train de faire un essai de développer une branche ici en Espagne. Donc du coup, les planètes s'alignent. Pour le moment, ça veut dire que c'était le bon choix et la vie a fait le bon choix pour moi. Toujours. La vie fait toujours de meilleurs choix pour nous finalement. Ouais, effectivement. Alors tu souffres parce que tant que tu veux pas accepter son choix, tu vas souffrir quoi. Moi, c'était comme je te le dis avant, c'était beaucoup d'ego qui voulait que je voulais pas aller là alors que c'était bien mon chemin quoi. Mais justement, je voulais en parler de la souffrance parce que dans un des articles que j'ai lu à propos de toi, que toi tu écris toi d'ailleurs cet article sur Objectif Éco, je crois. Tu parles de cette souffrance et je voulais que tu m'en dises plus en fait, que tu nous en dises plus. C'était quoi cette souffrance? C'était quoi qu'est-ce qui crée ça en fait? Alors donc sans filtre, la vérité. Moi depuis tout jeune, j'ai des crises d'angoisse. Depuis, je crois que je sais même pas, je me rappelle pas ne pas en avoir eu, donc déjà à l'âge de 6-8 ans, je me rappelle déjà, je disais à ma mère ouais, je panique, je sais même pas pourquoi en fait, je pouvais même pas dire bah tiens, j'ai peur des serpents ou j'ai peur du noir. Ça venait comme ça, c'était inexplicable, inexpliqué, et donc elles se sont intensifiées avec le temps, et du coup quand je suis arrivé à la maturité, je me suis dit bon là, je vais prendre le taureau par les cornes et je vais essayer de trouver par moi-même déjà d'où viennent ces angoisses, pourquoi elles sont là, comment est-ce que je peux faire déjà pour les accepter, pour les améliorer. Et donc cette souffrance, elle est là en fait. C'est des choses que je trouvais pas de solution et qui venaient grignoter mon bien-être. Alors au début ça grignotait un peu, puis après ça grignotait beaucoup. Et vraiment c'était trop. Donc voilà, j'ai cherché des méthodes. J'ai tout essayé. Pour être honnête, j'avais calculé, je crois que je suis à plus de 20 000 heures. Parce qu'on dit qu'on devient expert dans un domaine quand on a dépassé 20 000 heures. Mais 20 000 heures, mine de rien, faut y aller pour les faire. C'est énorme. Et j'ai calculé, j'ai dépassé les 20 000 heures, donc on va dire en dev perso, introspection personnelle, tutti quanti. Ouais. J'ai fait forcément, j'ai fait des programmes sur internet, j'ai vu des psys, j'ai vu des coachs. J'ai fait de la PNL, j'ai fait de la sophrologie, j'ai fait de la respiration, j'ai fait de l'EMDR, j'ai fait de l'EFT, j'ai fait de la chiropractie, j'ai fait des constellations familiales, j'ai vu des médiums. Honnêtement, je peux dire etc. J'ai l'impression que j'ai testé plein de trucs, sauf il y a des trucs que j'ai pas trop touché, du type l'ayahuasca, tous les trucs comme ça me faisaient un peu flipper. Ouais. Et donc forcément j'ai essayé la dépolarisation. Et du coup j'ai perdu le fil par rapport au mal-être. Est-ce que tu peux me reguider s'il te plaît? Ouais, non, c'était par rapport à cette souffrance, savoir d'où. Donc c'était des crises d'angoisse et j'imagine que ça générait pas mal de chamboulements au niveau émotionnel, et puis après ça a dû effectivement aller au niveau mental, etc. et physique. Ouais. Exactement. En fait, pour expliquer concrètement, c'est au niveau du chakra 3, au niveau du plexus solaire, près du diaphragme, que vraiment je ressentais une espèce de, je sais pas expliquer ça, un gouffre, une espèce de panique inexpliquée, et que il fallait que je peux pas me permettre de vivre comme ça. Enfin, ça avait pas de sens de vivre dans cette peur. Alors le gros avantage, c'est que j'avais ce truc-là. Par contre, je n'ai jamais eu peur, que ce soit ou très peu en ski freestyle, en bobsleigh, pour monter des entreprises, pour investir dans l'immobilier, pour investir dans d'autres entreprises.
Du coup, vu que je vivais des choses tellement dures à côté, pour moi, investir dans une boîte ou dans un appart, en fait, bah, c'était rien, quoi. Enfin, ça me faisait rigoler, quoi. Il y a eu des avantages aussi à tout ça. Tu vois, c'est quoi, pour faire le lien entre mes investissements et tout ce que j'ai fait, c'est parce que les angoisses ont mis la barre tellement haut en termes de peur que tous les trucs de la vie courante, pour moi, ouais, vas-y, quoi. Facile. Ouais, carrément. Et puis en même temps, ça te mettait aussi dans la matière. Oui, exactement. Ça mettait dans la matière, dans le réel, plutôt que d'être dans... Surtout le bâtiment, le ciment et tout ça, hein. T'avais besoin d'ancrage, peut-être. Ouais. Hein? Ouais, exactement. Tu reviens dans la 3D, quoi. Et alors, t'as pas testé la méthode vraie encore. J'ai pas encore testé la méthode vraie. Effectivement, c'est vrai, Ambline. Oui, tu nous as glissé comme ça, l'air de rien, Compostelle. Mais c'était qu'est-ce qui t'a donné envie de faire Compostelle? Est-ce que tu l'as fait en plusieurs fois? Raconte-nous un peu ça. C'était quoi ce chemin pour toi? Alors, l'histoire est assez drôle en plus. C'est que un jour, je vais à Paris un week-end voir un ami, puis on sort au Bataclan. C'était avant tout ce qu'il y a eu tous les attentats. Donc c'était et du coup, je rencontre une Espagnole là-bas et bon bah on sort ensemble, comme ça, hein, en soirée. Elle me dit ouais, ça te dit de venir faire Compostelle avec moi. Et dans ma tête, je dis ouais, mais enfin c'est un truc pour prier. Enfin je connaissais pas, je savais qu'il y avait un chemin, mais je m'étais jamais vraiment. Avec quel âge là? J'avais 32, je crois, 33 ans. Non, Ouais. pardon. J'avais 30 ans. Ok. 30 ans. C'était en 2014 et du coup, elle dit non mais t'inquiète, viens, tu verras, c'est sympa, on rencontre plein de gens. On fait du sport, il y a aussi des apéros et tout. Je dis bon allez, ok, tu sais quoi, feu. Elle a trouvé les bons arguments. Ouais, elle a trouvé exactement sport, apéro et des gens. Je fais bon allez go, on va se marrer. Et du coup, 2 semaines après, je me retrouve là-bas sur le chemin de Compostelle avec elle. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce chemin de Compostelle. La première fois, j'ai fait 6 jours. Et puis après, l'année d'après, j'y suis retourné pour faire une autre partie du chemin. Puis l'année d'après, puis ensuite, j'ai tellement adoré que je l'ai refait une fois. J'ai encore refait une fois. J'ai fait d'autres chemins de Compostelle. Je suis devenu, entre guillemets, un pèlerin expert, si on peut appeler ça. Donc vraiment, honnêtement, si je dois te dire la meilleure expérience de ma vie, c'est le chemin de Compostelle. Ouais. Meilleure expérience en termes de quoi? Oui, effectivement, c'est une bonne question. Le meilleur voyage, si on me dit où est-ce que je dois aller maintenant, j'ai du temps de libre et tout, va sur Compostelle. Je suis perdu en ce moment, je sais pas quoi faire, va sur Compostelle. Je veux faire des rencontres, même des rencontres amoureuses, va sur Compostelle. En fait, c'est vraiment, je dirais pas que c'est la solution à tout, hein, non, surtout pas, mais vraiment, on y trouve souvent beaucoup de choses là-bas. Plus qu'un chemin, plus que de la marche, on y trouve beaucoup de choses sur le chemin. Qu'est-ce qu'on y trouve alors? Qu'est-ce que toi t'as trouvé? Alors, on y trouve des réponses. Des fois, on trouve même des réponses aux questions, à d'autres questions qu'on n'avait pas prévu de se poser. Donc c'est très important, ça. On trouve beaucoup de réponses sur le chemin de Compostelle. On trouve des amis, on trouve des très bons contacts. C'est des gens qui sont vrais, Ombline. C'est des gens qui ont une certaine maturité déjà spirituelle. On trouve des gens aussi qui sont dans le challenge, beaucoup qui viennent parce qu'ils ont perdu des gens proches ou qui ont fait un burn-out, qui changent de travail ou tout simplement qui sont en vacances. On trouve beaucoup de gens intéressants, je trouve, sur le chemin de Compostelle, vraiment. On y trouve des beaux paysages parce qu'on traverse. Alors moi, j'ai fait je suis vraiment resté sur la partie espagnole. Je voulais vraiment quelque chose de très international. Quand t'es sur la partie française, c'est quand même plus des Français. Donc on y trouve des beaux paysages. On y trouve donc une manière de faire du sport, parce que mine de rien, on marche en moyenne. Tu prends la moyenne de tout le monde, hein. Du pèlerin, je crois qu'elle est elle est à 25 et 27 km par jour. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? On y trouve peut-être une connexion à Dieu, parce que mine de rien, ça reste quand même un chemin qui était parcouru par
des pèlerins depuis des siècles. Et je trouve qu'il y a une empreinte spirituelle, il y a quelque chose, il y a une énergie sur ce chemin qui a été laissée. Et on y trouve une connexion, appelez-la ce que vous voulez pour ceux qui sont pas chrétiens, mais on y trouve une connexion à Dieu, à l'univers, on y trouve quelque chose de magique. Voilà. Ouais, j'ai des frissons quand tu dis tout ça. Ouais, ouais, franchement, c'est vraiment particulier, le chemin de Compostelle, c'est plus qu'un chemin, et on dit souvent que le chemin nous appelle. C'est pour ça que je motive jamais les gens à y aller. En général, le chemin nous appelle quand c'est le moment d'y aller, quoi. Ouais. Et puis t'es la deuxième personne à m'en parler en 2 jours. Donc je pense que l'appel commence à se faire. Bah tu vois, Ambline, bah tu vois, si tu as besoin de conseils pour entre guillemets que ça se passe assez bien, parce que le chemin te challenge toujours dans tous les cas. Mais si tu veux ne pas être challengé par des trucs bêtes comme des ampoules ou des problèmes de genoux et tout, n'hésite pas à revenir vers moi en off et je te donnerai des conseils. Et si on lançait un chemin de Compostelle pour l'entrepreneur? Ah bah, tu sais qu'à mon avis, il y aurait sûrement beaucoup d'adhérents. Ouais. Ça serait top. Ouais. Bon, on en reparle. On en reparle en off, Ambline, avec grand plaisir. Donc Compostelle et alors avant de continuer, je te pose ma question, la seule question que mes invités préparent. Parce que là, on arrive déjà à toutes ces notions spirituelles et tu sais que ça me tient à cœur dans ce podcast de faire le lien entre cette spiritualité et l'entrepreneuriat. Parce que pour moi, l'entrepreneuriat est un chemin initiatique, un chemin de transformation et d'éveil de conscience, même si on le sait pas au départ. Et donc, j'aimerais que tu nous partages avec quoi t'aimerais que nos auditeurs repartent de notre conversation. Eh bien, j'aimerais qu'ils repartent avec quelque chose que j'ai pas encore donné. Une information que je vais donner maintenant. J'aimerais qu'ils repartent avec la certitude que il ne faut surtout pas négliger les lieux. Ça paraît bizarre, ne négligeons pas les lieux dans lesquels nous vivons, dans lesquels nous travaillons. Je m'explique. Si tu me donnes bien sûr, vas-y, oui. Alors moi je rigole parce que je sais pourquoi tu dis ça. Ah, bien sûr, bien sûr. Laisse expliquer. Voilà. En fait, si tu veux, avec le temps, donc pour faire le lien avec ce mal-être, ces angoisses et tout, je me suis rendu compte que j'avais une connexion avec les lieux, principalement avec des personnes qui vibrent assez haut aussi. J'arrive à ressentir justement au niveau du plexus solaire, chakra numéro 3, je ressens l'énergie des lieux. Et plus je suis allé, plus je grandis en âge, plus cette connexion se fait, et donc plus je suis sensible. C'est-à-dire, plus je suis bien dans certains lieux, plus je suis mal dans d'autres. Et en fait, j'ai mis le temps à comprendre que aussi ces angoisses ne venaient pas que de moi. Si ça avait été une névrose classique ou une phobie ou ce que tu veux, je l'aurais réglé depuis belle lurette avec le temps que j'ai passé. Et en fait, si tu veux, alors on en discutera après peut-être plus tard, Ambline, mais je sais que le fait d'avoir cette connexion, ça peut être déjà un problème à la base. Mais en tout cas, ça, je l'ai pas encore résolu. Mais quoi qu'il en soit, actuellement, je ressens les lieux et je me suis rendu compte qu'il y a des lieux qui sont bons pour moi et des lieux qui sont néfastes. Et ça, si j'avais pas eu cette sensibilité, ce mal-être, je l'aurais jamais vu. Jamais je me serais rendu compte. Alors si on peut le voir de temps en temps, peut-être que vous connaissez, vous avez peut-être vu des sociétés à tel endroit qui marchaient toujours, ou à l'inverse, il y a des sociétés qui s'enchaînent sur un local, et à chaque fois ça part en faillite. Pareil, il y a peut-être des lieux où vous êtes rendu compte qu'à chaque fois que vous allez dans un lieu, il se passe quelque chose de pas cool, quoi. Et en fait, si tu veux, actuellement, je trouve que la psychologie, c'est quand même, on est encore, je vais pas dire aux prémices, mais on découvre, on est encore loin d'avoir tout découvert dans l'émotion, la psychologie et tout. Sinon, ça se saurait et tout le monde serait guéri. Et c'est tellement compliqué pour moi que déjà, si on peut faire quelque chose qui puisse nous améliorer de manière simple et significative, c'est déjà trouver un bon lieu. Ouais. Trouver son lieu.
Alors je vais pas donner un cours là-dessus parce qu'il me faudrait plus d'1 heure et demie. J'ai déjà préparé. Tu vois, la semaine dernière, on m'a appelé en France pour donner un cours là-dessus, là, ce que j'appelle le géolocating, tu vois, pour trouver son lieu. Mais vraiment, j'insiste là-dessus. Je suis pas en train de vendre quoi que ce soit. Hein, je m'en fiche parce que genre, de toute façon, ça doit vibrer au son de ma voix. Vraiment, posez-vous bien la question. Si vous êtes malade, c'est peut-être aussi le lieu. Peut-être qu'il y a une faille souterraine, peut-être qu'il y a un courant d'eau souterrain, peut-être qu'il y a une antenne 5G pas loin. Mais les lieux, c'est le plus important. Donc, on est sur la Terre, on est sur la terre-mère, la Pachamama. Il peut y avoir des mémoires aussi. Exactement, la mémoire des lieux. Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé là? Des présences, on y croit, on n'y croit pas. Et on est liés, qu'on le veuille ou non, on est sur la Terre. Et nous, on est des fourmis par rapport à la Terre, elle est très grande. Donc, faut surtout pas négliger la puissance et l'impact qu'elle peut avoir sur nous. Notre environnement, c'est ce qui a le plus d'impact. Hein. Notre environnement inclut nos relations proches. C'est ce qui a le plus d'impact sur notre vibration. Exactement. Et on est complètement d'accord, l'environnement, mais on est d'accord, on ligne qu'une personne, même si elle est néfaste, c'est un tout petit être. Alors que la Terre, c'est en termes de puissance, en termes de, c'est gigantesque. Et voilà. Je crois aussi qu'il y a la forme de nos bâtiments qui ne sont pas appropriés, en fait, pour justement élever ces énergies. Oui. Contrairement, tu vois, aux pyramides, aux constructions mayas ou ce genre de choses, ou un cas, nos bâtiments n'ont pas une architecture sacrée. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais même toute la partie feng shui également. Comment est-ce qu'on organise notre lieu de vie, notre lieu de travail? Pour moi c'est un grand sujet. Et voilà, si j'aimerais qu'ils repartent avec quelque chose, les auditeurs, c'est qu'ils disent tiens, effectivement, il faudrait peut-être que j'aille gratter un peu plus sur mon lieu de vie ou mon lieu de travail, quoi. En fait, tu vas peut-être refaire le lien avec le bâtiment. Ouais, effectivement, tu vois, je m'étais déjà posé la question, ce qu'on appelle la bioconstruction. Tu vas faire le lien entre la géologie, les géobiologues et la construction, où justement tu pourrais construire des bâtiments qui soient pas que bien, tu vois, comme on parle actuellement énergétiquement parlant, où c'est il n'y a pas d'émission de CO2 et tout quanti, mais en plus de ça, c'est un bâtiment qui vibre à haute fréquence et qui sera bon pour toi. Oui. Moi, j'y crois beaucoup à ça. De voir de nouvelles constructions, mais aussi comment on pourrait adapter nos bâtiments actuels pour justement leur permettre d'élever leur fréquence. Et carrément. Et alors, je vais te donner une bonne anecdote, Ambline. J'adore la raconter, cette anecdote. Elle me fait vibrer. Depuis des années, j'emprunte la même route. Enfin, quand j'étais en France, j'empruntais la même route. Donc, je passais devant une zone artisanale commerciale. Et j'ai vu 2 entreprises qui sont passées, donc, qui ont pris le même loco. Donc, une première entreprise qui était complètement artisanale, qui est devenue internationale. Un gros truc, hein. La deuxième, elle est pareille. Ils étaient 2. Ils ont commencé dans les mêmes locaux. Elle est devenue internationale. Et j'ai eu la chance de rencontrer le dirigeant de la première, celui qui a monté la truc, et autour d'un verre, je lui ai dit, écoute, tu vas peut-être me prendre pour un fou, mais c'est moi où j'ai l'impression, là où t'as monté ta boîte, je sais pas, il y avait un truc en plus, j'ai l'impression que les 2 boîtes qui sont passées là, elles ont fait fureur, quoi. Et il m'a dit, non, tu n'es pas fou. D'ailleurs, on lui a donné un nom à cet endroit, il les appelle les terres fertiles. Ouais. Il me dit, tu sais quoi, je vais te dire un truc. La personne qui était là avant moi, donc moi je le connaissais pas, donc c'était un chaudronnier. Et il me dit, tu sais ce qu'on disait de lui? Je dis non. Eh ben, qu'il faisait plus de bénéfices que de chiffre d'affaires. Donc c'était une manière de dire que le mec il s'était enrichi, alors qu'il était, apparemment c'était pas quelqu'un qui avait fait Saint-Cyr, mais il s'était bien rendu compte, ces 3 personnes-là, que cet endroit était propice à générer de la marge et du chiffre d'affaires. Et ça, j'y crois. C'est que si vous avez beau avoir une méga entreprise, un super pitch, un super business plan, ce que vous voulez, si vous êtes dans un endroit, si vous la mettez dans un endroit qui est néfaste, vous allez nager à contre-courant, donc entre guillemets, vous allez dépenser beaucoup d'énergie pour pas les mêmes résultats. Ouais. Exactement. Bah oui, parce que ça a un impact aussi sur l'énergie de l'entreprise. À fond.
Et pourtant, je te dis ça, moi j'ai un bac scientifique, à la base je suis méga cartésien et tout, et c'est juste que j'y crois parce que la vie m'a emmené à ça. Mais tu m'aurais dit ça il y a 20 ans, je t'aurais rigolé au nez, Ambline. Mais oui, mais c'est pour ça que t'es passé par des crises d'angoisse. Peut-être. Parce que ça, au moins, c'était palpable. Exactement. Ça, c'était palpable. Ça, au moins, t'y croyais. Ça, c'est clair. Ah bah là, tu peux être sûr, et quand ça t'arrive à toi, tu y crois. Hein. Mais quand t'as raconté cette notion de crise d'angoisse, etc., j'ai tout de suite pensé que ça venait de tes perceptions extrasensorielles, en fait. Ouais. Surtout au niveau du plexus. Ouais. Oui, de toute façon, je vois bien tous ceux qui sont guéris autour de moi. Si vraiment ça avait été un truc simple, ça fait longtemps que ça, tu vois. Puis c'est pas une maladie, en fait. C'est juste des dons qu'il faut apprendre à maîtriser. Ouais, qu'il faut déjà accepter, quoi. Effectivement, Exactement. Exactement. Et du coup, je pense qu'elle m'a fait autant de bien que de mal, ce don, parce que là aussi, c'est marrant que tu le dises au féminin. J'aime bien. J'ai dit quoi? T'as dit elle m'a fait autant de bien que mal, c'est ce don. Ah ouais, c'est ouais. C'est intéressant. Marrant, ouais. Elle m'a fait... Ah putain, c'est marrant. C'est marrant ça. Mais tu vois, parce que je voyais une énergie féminine, et ouais, c'est exactement ça. Et je me suis dit ouais. Et ouais, c'est marrant ça. Et elle m'a fait autant de mal que de bien. Ouais, c'est vrai ça. Bien vu, Ambline. Et du coup, parce que du coup, bah, c'est aussi grâce à ça que j'ai pu flairer. Tu vois, si tu veux, par exemple, le ciment, avant même de monter la boîte, je savais que ça allait marcher. Ouais. Et le reste, pareil. Quand je suis allé rentrer dans la cabinet de performance, je savais que j'étais au bon endroit, je savais que j'avais fait un bon investissement, je savais que j'allais avoir une entreprise pleine de sens et tout ça. Et alors, je suis pas exceptionnel, hein. C'est juste que on l'a tous ce truc. C'est juste que chez moi, il est peut-être plus développé que chez d'autres. Les gens l'appellent le pif, ou ouais, j'ai du nez, ou du feeling. Moi, ouais, l'intuition. Il y en a qui disent que c'est de la chance aussi. Ouais, mais il est extra. Enfin, il est peut-être plus développé, mais pour le coup, bah, d'un côté, c'est cool pour le business, pour plein de choses, et d'autre côté, bah ouais, tu vois, je t'en ai déjà raconté, je me suis retrouvé dans des lieux où j'ai ramassé dur, quoi. Ouais, il faut revenir à ton intégrité énergétique. On en reparlera. Ouais. Pour en revenir à justement à cette spiritualité, j'aurais aimé avoir déjà, qu'est-ce que c'est la spiritualité pour toi? Une spiritualité, belle question ça. Une spiritualité, je dirais que la spiritualité, c'est savoir reconnaître que l'invisible existe et a une influence. C'est savoir se connecter déjà à l'invisible. On l'a dit, hein, c'est les énergies des gens autour de toi, les énergies des lieux. Ça peut être comme se connecter à Dieu, se connecter à l'univers, se connecter à tes guides. On y croit, on n'y croit pas. Mais vraiment, c'est ça. Pour moi, la spiritualité, c'est l'existence de l'invisible et ses effets. Et donc la fin du règne de l'ego tout-puissant. Ouais. Et encore, je me dis que s'il est là, l'ego, c'est qu'il y a une raison. Ah ben bien évidemment, oui. Pas le blâmer non plus, tu vois, pas lui tirer. Mais le remettre à une juste place. Et le remettre à une juste place, exactement. Et d'après toi, quel est le lien ou comment toi t'as expérimenté ce lien entre ton chemin d'entrepreneur et ton chemin spirituel? Eh bien, déjà, comme je l'ai dit juste avant, de par ce ressenti, de dire ah tiens, je sais que là je prends la bonne décision pour ma boîte. Je le ressens dans mon plexus, je le sais quoi. Je sais que là je vais au bon endroit. Donc déjà, tu peux me donner les chiffres que tu veux sur un tableau. Actuellement, je vais toujours les confronter à ce que je ressens. Alors l'idéal, c'est que les chiffres soient bons et que le plexus me dise feu vert. Donc là, forcément, j'y vais. Bah là, c'est double feu vert. Ouais, mais le plus dur, alors il y a les deux autres sont des situations compliquées. Le plus compliqué, c'est quand t'as des chiffres qui sont mirobolants, il y a tout le monde qui va, il dit ouais Lionel, faut que tu ailles, et t'as le plexus qui fait. Et là tu dis putain mais allez, tais-toi, tu sais, genre ta gueule. Non, c'est pas possible, t'as tort là. Et je me suis déjà brûlé les mains comme ça. Et sinon, t'as l'autre où t'as tout le monde qui va à l'inverse, les chiffres sont pas ouf, machin, puis t'as le plexus qui, non mais, vas-y, quoi. Et là aussi, c'est dur. Parce que tu dis, là, t'as la logique qui dit, mais pourquoi j'irais? Et même encore maintenant, je me fais encore avoir. Et des fois, j'y vais pas. Donc, c'est pour ça que pour moi, l'idéal, c'est quand le double feu vert, quoi. C'est plexus plus chiffres.
Donc où je lis Est-ce que ça t'est arrivé d'y aller et de regretter après? Bah ouais, tu vois, quand je parle de mon expérience là au début de l'entretien où c'était un fiasco là pendant le Covid, je le savais quoi, je le savais au fond et j'y suis allé quand même, j'ai forcé comme on dit, j'ai forcé et je le savais quoi. Mais bon bref. Alors je vais me la jouer dépolarisation. Quels ont été les bénéfices pour toi de cette expérience, de ce fiasco? Alors, non mais t'imagines bien que je me suis déjà posé la question. Ouais, j'imagine. Les bénéfices, c'est que déjà, j'ai appris grandement comment bien choisir ses associés. Là, j'avais fait d'énormes erreurs. J'y suis allé. J'ai pas passé assez de temps là-dessus. Et tu vois, les associés en BIN, pour faire le lien avec avant, c'est l'environnement. Oui, exactement. Et le pire, c'est que c'est un environnement que tu peux plus bouger. C'est-à-dire que l'associé, une fois que t'es lié, quoi. Soit c'est toi tu pars, soit t'arrives à le convaincre, mais c'est très compliqué. Donc vraiment hyper important le choix des associés. J'ai pas passé assez de temps là-dessus et je me suis associé avec les mauvaises personnes, en tout cas les personnes qui ne me convenaient pas. Et du coup j'ai appris ça en fait. C'était la grosse leçon de ce truc, c'est que maintenant fais attention aux associés quoi. Grosse leçon. Ouais, carrément. Ouais. Ok. Bon, j'imagine qu'il y a d'autres bénéfices pour toi. Et donc, pour revenir à ma question, tu vois, du lien entre ton éveil spirituel et l'entrepreneuriat. Donc, tu parles de tes ressentis, de suivre tes ressentis, de suivre ton intuition. Quelque part, est-ce qu'on peut aussi appeler ça la foi? Ouais, tout à fait. C'est faire confiance à la vie. Et j'ai remarqué un truc et je me fais un peu violence pour essayer de l'appliquer tous les jours. Et moi, je suis quelqu'un de très cérébral, très mental, donc ça tourne toujours dans ma tête. Tiens, je vais faire ci, ça, blablabla. Mais c'est une forme de contrôle du futur. En fait, je me rends compte que quand on se force à se focaliser sur le moment présent, sans essayer de se dire tiens, il faut que je prépare la nourriture ce soir parce qu'il y a un tel qui vient, il faut que j'aille faire les courses et tout. Bien sûr, il faut planifier, mais essayer de se concentrer sur le moment présent. Eh ben, j'ai l'impression que la vie, elle donne de plus en plus de cadeaux et de facilité. Et je vais prendre un exemple dans le sport. Tout le monde connaît, et j'étais grand fan, moi, Roger Federer. Puis j'ai eu la chance de sniffer son énergie, parce que j'ai eu la chance de passer un moment avec lui. Et Roger, ce mec, c'est un mec qui est complètement dans le moment présent. Quoi qu'il fait, il est pas dans ses pensées. Il est en train, s'il prend son téléphone, il est vraiment en train de prendre son téléphone et voilà. Et quand on le voit jouer au tennis, c'est le seul tennisman qui va regarder la balle jusqu'au dernier moment. Bon, pour ceux qui nous écoutent, il y en a peut-être probablement qui jouent au tennis et on se rend compte qu'on regarde la balle, mais au bout d'un moment, quand elle arrive à 1 mètre de nous, on est déjà en train de se dire tiens, je vais la mettre là-bas. On la regarde déjà plus, on regarde déjà là où on veut la mettre. Roger, lui, il la regarde au moment où elle tape dans sa raquette et je viens de te dire, même encore après, il regarde sa raquette alors que la balle est déjà partie. Il est en confiance totale. Et j'ai remarqué que quand on arrive à ce niveau de lâcher prise, mais c'est un niveau pro, voilà, il y a un niveau pro là, eh bien la vie, elle est fluide et elle offre en plus des cadeaux. Je sais pas si Donc en fait, tu es en train de dire que tous ces coups ne sont pas anticipés? J'ai envie de te dire qu'ils sont anticipés, c'est que il arrive vraiment, il sait en fait le mental, il arrive vraiment à lier les deux. Il sait en fait, le mental sait où il doit mettre la balle, mais il ne s'inquiète pas de comment elle va partir. Il regarde le moment présent de ce qui se passe. Ça, c'est dur à mettre en mots ce que je dis, mais je sais pas si tu m'as saisi, Ambline. Je suis pas sûre. Est-ce que donc en fait, oui, c'est-à-dire parce que pour moi, j'utilise beaucoup les images mentales. Donc en fait, quand il regarde la balle, ça veut pas dire que il n'imagine pas autre chose. Il peut très bien être concentré sur la balle et en même temps avoir déjà projeté là où elle allait atterrir. Exactement. Moi, je pense que c'est ça. Par contre, il est toujours en train de regarder ce qui se passe dans le moment présent. Ouais. Alors que nous, et je pense la plupart des tennisman, on est déjà les yeux sur où on veut la mettre. Et on a déjà décroché, même si c'est une fraction de millimètre, de seconde, on a déjà décroché du moment présent.
la balle est en train de toucher notre raquette et nous on a déjà le regard sur où on veut qu'elle aille. Ouais, ça c'est puissant. Et donc pour faire le lien entre ce que tu racontes de Federer et toi, je pense qu'il y a un moment donné, et on l'a évoqué souvent avec d'autres invités dans ce podcast, il y a un moment donné où tu comprends que la vie veut ton bien. Ouais. Bah c'est clair. Est-ce que tu te souviens de ce moment ou de cette époque, ou est-ce que ça a toujours été comme ça ou pas? Enfin... Et j'ai l'impression que je m'en rends compte, puis j'oublie, je m'en rends compte, puis j'oublie, et de toute façon on oublie vite. Hein. D'ailleurs c'est pour ça que les politiciens arrivent à revenir souvent au devant de la scène. Non mais non mais l'être humain a tendance à oublier assez vite, mais on oublie aussi les mauvais moments. Hein. C'est ça qui est bien. J'oublie à chaque fois. J'ai l'impression que si je souffre actuellement, c'est pas que la vie m'en veut. C'est que je suis en train de lutter, je suis en train de nager à contre-courant, et elle est en train de me montrer un truc, et moi, je force comme un fou pour lui dire non. Ouais. Parfois, c'est ça hein, qui prend le plus de temps, c'est juste de reconnaître et d'accepter ce qu'il y a de bien pour nous. Bah ouais. Enfin, bien, je suis pas dans la polarité du bien et du mal, tu vois, je dis ce qui est juste, en fait. Ce qui est juste pour nous. Et effectivement, elle est bienveillante, quoi. Et pourtant, mais quand t'es au fond du gouffre et que tu dis putain, mais qu'est-ce que j'ai fait pour en chier comme ça dans la vie, mais j'ai fait quoi, tu vois? Et c'est pour ça que t'oublies quand t'es dans la vraie souffrance. Tu dis ouais, c'est facile à dire ça, les gars. Mais effectivement, quand tu regardes après, que tu prends du recul, tu dis putain, effectivement, bah ouais, la souffrance, elle était là pour quelque chose, et bah je remercie la vie. Du coup, j'aurais peut-être dû lâcher prise avant, j'aurais moins souffert. Et puis le niveau d'exigence de tes challenges, il est aussi à la hauteur de ta puissance vibratoire. Le niveau, oui. Oui, après, de toute façon, dès que tu passes un step, dès que tu fais des sauts quantiques, bah, tu vas attirer d'autres types de challenges, d'autres types d'entreprises, quoi. Et alors, t'as parlé de en quoi c'était un cadeau, finalement, cette spiritualité ou cette connexion dans l'entrepreneuriat, mais pour l'entrepreneuriat plus spécifiquement, ça aurait été quoi les défis ou les difficultés de cette connexion, de cette spiritualité pour toi? Tu peux me la reformuler, cette question, s'il te plaît? Tu disais tout à l'heure que pour parler par exemple de ton plexus, de ton intuition, de tes ressentis, ça avait plutôt été favorable sur ton chemin d'entrepreneur. Oui. Mais est-ce que tu saurais aussi nous dire ce qui a été peut-être des défis ou des difficultés que tu n'aurais pas forcément vécu si tu n'avais pas été conscient de cette connexion, de cette spiritualité? Les défis, je suis pas sûr d'appuyer la question. Je recommence. Ouais. Peut-être qu'il y a une partie de moi qui veut pas l'écouter là. Hein. C'est possible. Est-ce que en tant qu'entrepreneur, être spirituel, ça a pu t'apporter plus de complications, de défis, de difficultés ou de détournements? Ah bah je pense que ça a été, c'était, j'ai pas à dire c'était horrible, mais par exemple quand j'étais dans le ciment, donc c'était vraiment très lucratif, mais tous les jours j'étais mal. C'est que tous les jours je me levais justement avec cette sensation dans le plexus, et j'ai fait ça pendant 7 ans. Mais l'argent j'ai forcé en fait pour continuer, sauf que j'en pouvais plus, quoi. Donc le plexus disait qu'il fallait que je change, mais du coup j'ai souffert, quoi, pendant 7 ans. Donc j'ai envie de te dire ah ouais, il y a eu parce qu'en fait t'allais contre ta spiritualité. Ah ouais, complètement. Là pour le coup, j'allais contre ma spiritualité. Et t'allais contre enfin c'était quoi tu vois, si la spiritualité était opposée à autre chose, c'était quoi? C'était la matière? C'était le financier? C'était quoi? En fait, c'était de l'ego pour faire mieux que mon père, pour montrer que j'avais fait mieux que mon père. Ouais. Je pense que si on est dans le complexe d'Oedipe, c'est pour montrer à maman que j'avais fait mieux que mon père, mais aussi montrer à tous les gens de mon entourage, de mon village, que j'avais fait mieux que mon père. Et c'était une manière de dire voilà, j'ai monté ma boîte, tu vois, regarde,
je m'enrichis autant que toi, voire même plus. Donc c'était vraiment, ouais, il y avait la partie lucrative, égo, ouais, c'était de l'ego à fond, quoi. Ouais, en même temps, en psychologie, il y a aussi ce besoin de tuer le père, quoi. Oui. Pour exister. Bah, on était complètement là-dedans, quoi. C'était vraiment essayer de tuer papa, quoi. Et alors t'as dit que t'avais fait 20 000 heures, plus de 20 000 heures de dev perso, etc. Mais si tu recommençais sur le même chemin, ce serait quoi les ressources que tu choisirais tout de suite? Ah, oula, très bonne, très puissante des questions là. Alors direct, dépolarisation. Ouais. Je m'embête plus avec tout le reste où j'ai dépensé de l'argent, du temps, de l'énergie. Déjà, je fais dépolarisation. Les lieux, comment dire en français, Investis? Non, en termes d'investissement? Tu t'impliques ou Ouais, non, je cherche où sont les bons lieux pour moi. Tout de suite, j'essaie de me mettre dedans parce que du coup, entre guillemets, ça fait que 2 ou 3 ans que je me suis rendu compte de ça. Mais si j'avais commencé il y a 20 ans, bah, j'aurais plus d'expérience maintenant. Là. Voilà. Et j'irais peut-être direct. Ouais, non, c'est ça. Je ferais directement dépolarisation et les lieux. Ce serait déjà pas mal. Magnifique. Ouais. Alors attends, qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Est-ce que toi t'aimerais apporter autre chose à cette conversation? Est-ce qu'il y a un sujet que t'aimerais pour que ce soit complet pour les auditeurs ou par rapport à qui tu es devenu en tant qu'entrepreneur? Alors, laisse-moi réfléchir, parce qu'on a déjà abordé pas mal de sujets stratégiques et importants. Ouais, un petit détail, mais tu sais là, quand on parlait de l'environnement, donc là, je vais rentrer sur quelque chose de un peu plus peut-être concret, un petit peu moins spirituel, mais quoique. Napoléon Bonaparte, quand il choisissait donc ses sous-officiers, officiers, tutti quanti là pour le recrutement, sa question principale c'était oui, mais a-t-il de la chance? Et en fait, si tu veux, le CV avait son poids, hein, mais il voulait vraiment savoir sur les champs de bataille, sur le précédent, est-ce qu'il avait du bol, quoi. Et je pense que c'est vraiment pas un hasard. Et si vous devez vous entourer pour votre boîte, vos actionnaires, choisissez des gens qui ont de la chance, appelez-le comme vous voulez, de la réussite, qui ont déjà eu de la réussite. Voilà, c'est des gens qui attirent pas la poisse, et c'est hyper important ça. C'est hyper important. Et Napoléon l'avait déjà découvert, d'autres le savent également, mais ouais, je dirais là-dessus, le CV ne fait pas tout, quoi. Alors, tu sais que Napoléon, il est allé droit dans le mur quand il a quitté Joséphine. Ah bah, je ne savais pas. Donc en fait, ouais, c'était aussi cette relation-là qui lui créait une terre fertile, pour reprendre ton terme de tout à l'heure. Ah mais carrément. Mais je suis persuadé que les bons partenaires, notamment si c'est vraiment le conjoint, mais le conjoint c'est hyper important, c'est la personne qu'on côtoie le plus en termes de temps, enfin d'heures par jour. C'est hyper important d'avoir une personne qui justement attire les bonnes choses, avec qui où c'est fluide en fait. Les feux sont verts. En tout cas, beaucoup plus de feux verts que de feux rouges, quoi. Carrément. Après, parfois, ça met un peu de temps pour aussi se rendre compte ou accepter que c'est pas la bonne personne et que cette relation est toxique, en fait. Exactement. Et il y a aussi le plus dur, parce que autant une compagne, on peut, c'est assez facile. Non, c'est dur quand même, mais on peut s'en défaire. Mais le plus dur, c'est de se rendre compte aussi que quand t'as des parents ou des frères et sœurs qui sont néfastes, essayer de prendre une distance. Ouais. Je pense que ça, c'est une des clés pour moi de la réussite et du bonheur, entre guillemets, parce que de s'autoriser à prendre de la distance des personnes qui nous veulent pas du bien, en fait. Ah, mais ça. Même si c'est pas forcément conscient chez l'autre, hein. Ouais, et tiens, alors justement, un petit tip en plus que j'aime bien. Moi, je me mords les lèvres maintenant
pour ne plus parler de mes projets qui n'ont pas été réalisés. Ça, tout le monde le sait, tout le monde le dit, mais genre parlez pas de vos projets, mais vraiment j'y crois dur comme fer, parce que forcément quand on va en parler, il y a des gens qui au fond d'eux va les renvoyer leur propre échec ou leur propre challenge, et du coup ils sont pas envie de vous voir réussir. Alors c'est même plus pour une histoire par rapport à vous, c'est par rapport à eux quoi. C'est que si vous réussissez, eux ils vont se dire tiens, moi j'ai pas réussi, donc bref. Et au final ils vont envoyer dans l'univers une énergie qui est pas cool et qui va pas vous aider pour votre bise. Donc moi maintenant j'essaie de me faire violence, pourtant il y a une partie de moi qui a envie de dire ouais regardez ce que j'ai fait. Et du coup je me fais violence maintenant, et vraiment ça je vais continuer, et je vous invite à le faire également, c'est de plus parler de vos projets tant que ça n'a pas été réalisé quoi. Ouais, c'est vrai que d'un autre côté il y a d'autres qui disent que il faut faire un acte engageant pour recevoir aussi le soutien autre, le soutien de la vie, du divin, etc. Et que la meilleure façon d'avoir cet acte engageant, c'est de dire publiquement. Oui, mais après tu peux aussi choisir les personnes avec qui tu vas lire. Par exemple, j'ai n'importe quoi. Je prends un cabinet juridique pour créer mes statuts. Là, le mec, tu peux lui dire, là, je suis en train de monter ma boîte, mon objectif, ou à ton comptable, je vais te faire ça, ça, ça et ça. Mais dire à tout vent, tout va, tu vois, sans objectif réel, ce que tu veux faire. Moi, maintenant, en tout cas, mon avis, c'est que je le fais plus. Moi, je suis prêt d'ailleurs à m'engager sur auprès des personnes qui ont besoin de l'entendre, mais pas à tout le monde, quoi. Carrément. Puis ça fait partie du leadership. Ouais, exactement. Et justement, à propos de leadership, j'aimerais bien aborder cette notion avec toi. Quel leader tu es, en fait? Alors, quel leader je suis? Alors moi, ma manière de fédérer, sans faire le lien avec fédérer, ma manière de fédérer, c'est de faire vibrer l'autre. C'est-à-dire, c'est en mode, ouais, on va vibrer, viens vibrer avec moi, quoi. C'est essayer de faire vibrer l'autre, c'est ma manière de l'idée. Après, j'ai aussi une partie où tu vois, j'y vais pas par quatre chemins. C'est que comment je peux dire, je suis un peu dans le contrôle, quoi. J'ai du mal. Je suis pas le leader qui laisse 100% d'indépendance. D'ailleurs, je vais devoir bosser là-dessus. Hein, je le sais que j'ai du boulot. Tu vois, j'ai besoin de contrôler et d'être derrière les gens, quoi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu aimerais changer par rapport à ça? La rigueur. J'ai l'impression que les gens manquent de rigueur. C'est ah ouais, t'avais dit que tu le fais. Ah merde, je l'ai pas fait, il a pas pu le faire. Et ça me. Pourtant, moi aussi, je le fais forcément. Hein. Mais c'est quelque chose que sur quoi je dois encore travailler. J'aime bien j'aime bien la rigueur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je m'entends très bien avec beaucoup de chefs d'entreprise, parce que j'ai remarqué que le chef d'entreprise, s'il arrivait là, c'est que lui-même il a cette rigueur, quoi. Ouais, et puis c'est aussi la notion d'engagement. Exactement. Tu t'engages, tu le fais. Et j'ai remarqué que bien, je demande, en fait, si tu veux, j'ai l'impression que je demande un peu trop aux employés. Je leur demande presque d'être entrepreneurs, quoi. Tu vois. Mais s'ils étaient entrepreneurs, ils seraient pas là. Donc c'est quelque chose. Tout ça vient aussi parler de tes valeurs. Oui. De faire ce que tu dis, dire ce que tu fais. Une notion de rigueur, d'engagement, peut-être de responsabilité aussi, de fiabilité. Enfin, je sais pas, il y a certainement des choses. Et puis ça vient aussi peut-être parler d'une contre-valeur. C'est-à-dire un élément qui pour toi ne devrait même pas exister dans ce monde. Donc c'est peut-être l'opposé de l'engagement ou de la rigueur pour toi. C'est peut-être la polarité. Ah mais complètement. Je pense là-dessus, j'ai pas encore fait cette dépôt là-dessus, mais le fait, ce que j'appelle la non-rigueur, le laxisme, effectivement, c'est quelque chose d'ailleurs qui m'apporterait beaucoup, parce que moi maintenant, dès que quelqu'un me fait un WhatsApp, je me sens obligé de répondre du tac au tac, pareil sur un mail. Et si j'avais accepté cette autre polarité, j'aurais beaucoup plus de liberté d'esprit, quoi. Dire tiens, il attendra celui-là. Ouais, carrément. Et puis je t'invite à faire cette dépôt, parce que ça
Ça va te permettre d'ajuster les excès et de te sentir plus aligné dans ton leadership. Tu me vends la dépôt, c'est bien, Ambline. T'as bien briefé, Pierre. Non, mais tu sais, enfin, voilà, ma façon d'accompagner, elle est aussi très proche de la dépôt, donc voilà. Est-ce que tu aimerais partager autre chose à propos du leadership? Non, parce que je pense que j'ai encore pas mal de chemin à faire sur le leadership. Je pense qu'actuellement j'ai plus à apprendre qu'à donner, donc non, je vais m'arrêter là. Ok. Si je te parle de leadership spirituel, ça t'évoque quoi? Bah là, j'allais te dire directement ce qu'on appelle dans le langage des communs, le langage commun, c'est l'aura. Il y a des gens, pourtant, bah tu vois, je prends l'exemple de Zidane, un exemple que tout le monde connaît. Zidane, enfin, tu vois le mec, c'est pas celui qui s'exprime le mieux, c'est pas un entrepreneur non plus, mais ce mec-là, il arrive avec son aura, avec son énergie là, avec ses corps subtils autour de lui, et les mecs, ils le regardent, ils l'écoutent quoi. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent un peu le football, Zlatan Ibrahimovic, qui a joué avec lui à la Juventus, si je dis pas de bêtises, il avait dit une fois, quand Zidane en fait il rentre sur le terrain, les 10 autres joueurs en fait ils se mettent à bien jouer. Pourtant, il est habité d'une présence. Mais carrément, ce mec, pareil lui aussi, j'ai eu la chance alors j'ai pas pu discuter avec lui, par contre je me suis rapproché de lui. Mais tu sens, enfin, le mec il vibre à, je sais pas combien il vibre, mais il est né avec quoi. Enfin, je sais pas ce qu'il est arrivé, mais donc là, oui, pour lui, c'est un vrai leader spirituel, Zidane, et non pas un leader, n'importe quoi comme Sarkozy qui pourrait être un leader complètement mental, vraiment dans le verbe et tout ça, sa manière de parler, mais pas spirituel pour moi. Zidane, c'est un leader spirituel. Ah merci, tu vois, j'avais jamais pensé à Zidane comme leader spirituel, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et toi, en fait, si t'étais un leader spirituel? Alors, plusieurs personnes m'ont dit que j'avais une certaine aura. Alors je me considère pas au niveau de Zidane, mais je sais que si je devais l'idée, elle viendrait plus de la spiritualité que de mes mots. Tu vois, quand j'entends parler les politiques, Macron et tutti quanti, je me dis mais waouh, ils ont une manière de s'exprimer et tout. Moi, je pourrais jamais l'idée comme ça. Je le sais, c'est pas dans mes cordes. Je suis pas câblé pour ça. Donc effectivement, si peut-être que il faudrait plus que je pioche dans ma partie spirituelle pour être un bon leader. Ouais, et puis ça vient probablement aussi toucher ton pourquoi. Est-ce que tu vois? Le why. C'est ouf le why, c'est une puissance de dingue. Tu le connais ton why? Je dirais que je m'en approche. J'ai pas. Tu vois, par exemple, on s'est amusé avec des mecs à l'école de découvrir le why du Real Madrid, du FC Barcelone. C'est facile d'être très précis. Par contre, pour soi, bah forcément, là, on a la tête dans le guidon. Mais moi, si je peux te donner une phrase là, moi, c'est faire vibrer les gens. Après, on peut aller plus loin dans les détails, dans quel type, dans machin, mais je sais que ça fait partie de cette tour-là. Mon why, c'est faire vibrer les gens. Mais faire vibrer les gens, il y a plein de manières de les faire vibrer. Ça peut être en créant des événements, ça peut être en augmentant leur fréquence vibratoire, en changeant leur nourriture, ça peut être en leur trouvant un nouveau lieu qui vibre. Tu vois, je suis pas un niveau de précision haut, mais je sais que mon why, c'est de faire vibrer les gens. Et en quoi c'est important? Et ben moi, ce qui est important, c'est que comme si en fait, tu sais, les remettre en marche pour qu'ils vibrent, qu'ils vivent leur. Non, c'est pas que les remettre en marche. Tu vois, c'est là où je vois que je suis pas encore à fond. C'est les faire vibrer, mais moi vibrer avec eux. Et c'est pour ça aussi que j'adore le chemin de Compostelle. J'ai l'impression qu'on est tous dans la même vibration, on est tous au même niveau, tous en sac à dos, habillés un peu à l'arrache. On va tous dans la même direction, on suit le chemin, et en fait on vibre et on ensemble. Et c'est ça que j'adore. Et qu'est-ce qui devient possible quand on vibre ensemble? Oh voilà, c'est déjà tu touches du doigt de bonheur là. Tu vibres ensemble, mais tu t'approches, tu sais quoi, Mouline? Parce que tu sais ce qu'on parle, on entend souvent de cette fameuse unité, faire le 1,
C'est quand tu vibres ensemble, bah c'est plus un ego qui est contre un, c'est on est ensemble et on vibre ensemble et on pense nous plutôt que je, quoi. Tout en respectant chacun son individualité quand même. Hein. Ce qui me venait, c'était l'harmonie aussi. Harmonie. Complètement. Harmonie, c'est on est en harmonie, on vibre. Ouais, c'est ça, on est en harmonie. C'est ça, en symbiose. Ouais. La symbiose, ouais. Il y a la notion d'élever. Ouais, exactement, parce que quand tu rajoutes, quand tu mets ensemble plusieurs flammes, elles grossissent. Et quel est le bénéfice pour le monde, en fait, de ces flammes qui grossissent? Bah, c'est élever justement la fréquence vibratoire de la Terre et peut-être faire, comment on dit, madurer. C'est quoi le verbe de devenir mature? Il y a peut-être pas de verbe en français. Mûrir. Ouais, mûrir. Peut-être faire mûrir l'humanité qui, pour moi, actuellement, est encore à la phase d'adolescence. Et encore, je pense que là, il y a un accouchement là. Là, on est en crise d'ado et il va se passer des choses. Mais il y a encore du boulot, quoi. Et je pense que ces flammes, si elles se rejoignent, vont faire mûrir l'humanité de manière exponentielle. Ben voilà ton pourquoi. Could be. Il y a quand même beaucoup cette notion d'élever, d'élévation. Ouais. Et ça rejoint ce que tu disais aussi sur les lieux, parce qu'effectivement, ça, c'est l'impact majeur sur notre vibration, c'est l'environnement, c'est le lieu. Donc, ouais. Tu vois, exactement. Je sais que mon why, alors j'espère que c'est pas de l'ego qui est derrière, mais je sais que c'est à pas à grande échelle, comment je peux dire, c'est un why, comment je peux dire, puissant, vraiment qui ait du sens. Moi, je veux pas, j'ai n'importe quoi, j'ai pas le why d'aller, je sais pas quoi, n'importe quoi, moi, créer la dernière IA, tu vois, c'est, ouais, c'est plus dans ce champ-là, ouais, tu as raison. Ouais, et puis, en fait, pour moi, ma vision du why, pour moi, le why, c'est un mot. C'est plus c'est une valeur spirituelle. Pour moi, ton why, c'est ta plus forte valeur spirituelle. Et après, il peut y avoir effectivement une mission qui en découle, ou un comment, ou différentes façons d'y arriver, etc. Mais quand tu identifies cette principale valeur spirituelle et que tu te rends compte en fait que toute ta vie, tout ton chemin a été au service de ça, et que aussi bien tes entreprises que tes investissements, que tes relations, tout est au service de ça, et que tu te rends compte aussi que ce why, il évolue en termes de fréquence vibratoire. C'est-à-dire que si on prend l'harmonie par exemple, ou l'élévation, ou l'évolution, ça peut être aussi l'évolution, mais quel que soit le mot qui est important et le mot qui vibre le plus pour toi, chaque palier d'expansion, c'est de t'autoriser un prochain niveau de cette harmonie, de cette élévation. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Totalement. D'ailleurs, j'ai rien à rajouter, je suis complètement d'accord avec toi. Voilà, et je trouve que c'est alors là on est dans le subtil, on va dire, hein, mais quand on voit les choses, quand on perçoit les choses de cette façon, ça remet tellement de sens, tellement de cohérence, et donc à ce moment-là, l'alignement redevient possible. Quand on a des blocages, tu vois, ou des résistances, c'est simplement qu'on s'autorise pas encore ce prochain niveau du why. Ouais, ça fait sens. Carrément. Et magnifique tout ça. T'imagines si tous les entrepreneurs, tous les entrepreneurs ne sont pas des leaders spirituels, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, même si, quoique, ça serait discutable. J'ai cette vision peut-être un peu utopiste que de toute façon, on y va tous à cet éveil. Ouais. D'ailleurs, je crois que c'est André Malraux qui avait dit lors d'un discours, je crois aux années 70 ou 80, il dirait le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Oui. Et je pense qu'effectivement, c'est le but, on va y aller petit à petit, et même ceux qui sont pas encore très spirituels, mine de rien, peut-être que sans le savoir, ils œuvrent, ils font peut-être des produits qui vont aider à. Oui, exactement.
Puis je pense aussi surtout que c'est important de se rappeler qu'on n'a pas trop le choix. Exactement. En plus, ça, le libre arbitre, pour moi, il est vraiment limité, quoi. Merci beaucoup, Lionel, pour cette conversation profonde. Eh bien, écoute, merci à toi, Ambline, c'était très intéressant. Merci de m'avoir invité. Pour terminer, il me reste 3 petites questions. Est-ce que ça te convient? En avant, il n'y a aucun problème. On aimerait savoir quelles sont tes actualités ou tes priorités pour ces prochains mois et peut-être de voir comment on pourrait t'aider à soutenir ces intentions. Eh bien, actuellement, alors tu parles en termes de business ou? Moi, tout. D'accord. Eh bien, écoute, j'ai différents projets. Enfin, c'est même plus des projets, d'ailleurs, c'est pour ça que j'en parle. Donc, avec l'Académie de la Haute Performance, donc là, on a les Jeux JO 2024. Ouais. En ligne de mire, donc c'est vraiment d'accompagner un maximum de sportifs aux JO. Voilà. T'as combien là de l'objectif 200 athlètes? Là, il nous reste encore du boulot. Ouais. Ouais, je pense qu'il reste au moins encore 60% à gravir. Ouais. Mais bon, il reste encore 1 an et demi, on est large. Bien sûr, ouais. Non, ça c'est, je pense qu'on est encore on est sur la bonne pente. J'imagine déjà la photo avec les 100 personnes et leur médaille. Donc ça c'est le first objectif. Et deuxième, donc c'est développer donc la partie espagnole de l'académie. La faire vivre ici, puisque maintenant, vu que j'habite ici, bah, entre guillemets, c'est plus simple, parce que du coup, je suis physiquement sur le lieu. Ouais. Voilà. Et puis avec ton parcours même en Espagne, ça fait sens aussi. Voilà. Enfin, t'as le réseau pour aussi, j'imagine. Exactement. Ok. Donc voilà, en tout cas sur la partie professionnelle, puis sur la partie privée, je le garde pour moi. Oui, bien sûr. Et qui aimerais-tu entendre dans ce podcast? Ah, c'est une bonne question, ça. Bah, Pierre avait donné ton nom, tu vois. Oui, j'aurais donné le sien, il a choisi la facilité, je le remercie. Qui est-ce que j'aimerais entendre dans ce podcast? J'aimerais entendre Zinedine Zidane. Tu peux, Ambline? Ah oui, bah j'aimerais bien. Ah, ce serait un plaisir de l'entendre dans ce podcast. Ça le challengerait beaucoup, lui, je pense. Ouais, et moi aussi. Je pense qu'en termes de leadership, va falloir que j'augmente un peu la fréquence pour interviewer Zinedine. Ouais. Je pense surtout 1h30 avec lui. Ouais. Qui est-ce que j'aimerais venir? Non, bah, écoute, je dirais Zidane, mais je dirais Zidane. Après, j'ai répondu, non? Mine de rien. Oui, t'as répondu. Voilà. Et puis, si t'as d'autres idées qui te viennent, tu pourras me les transmettre. Ouais, je te donne en off avec grand plaisir. Et puis, pour terminer, avec quoi toi tu repars de cette conversation? Mais écoute, je repars déjà. C'est toujours bien déjà de refaire le point. Ça, le fait de reparler de tout ce qu'on a dit là, ça permet de sortir la tête du guidon. Tu vois, ça permet de refaire le point et je te remercie pour ça. Vraiment, tu vois, se rappeler aussi, tu sais, quand on a posé la question là, se rappeler le fait que il faut faire confiance à son feeling. Tu sais, quand je parlais tu sais, quand t'as le feeling, mais aussi la logique qui va avec, ou les deux sont pas là. Ça, j'ai tendance à l'oublier, tu vois. Et c'est vraiment ce que je ressens, c'est que du coup, j'ai refait le point et j'ai remis à jour et devant mes yeux des choses importantes que je dois bien vérifier à chaque fois que je prends des décisions. Magnifique. Écoute, en tout cas, moi, je suis très heureuse d'avoir créé cet espace avec toi et j'espère de tout cœur que ça inspirera de nombreuses personnes. Comment les auditeurs peuvent te contacter si ils ont des témoignages à te transmettre ou si tu es d'accord pour ça, bien sûr. Eh bien, oui, t'as le droit de pas être d'accord. Non, je suis d'accord, toujours ouvert à ce genre de choses. Mais il peut me contacter sur LinkedIn, Lionel Barachin. Oui, je mettrai ton lien LinkedIn. Voilà, super. Magnifique. Un grand merci, Lionel. Merci à toi, Ambline. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Alors, comment c'était cette conversation pour vous? Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Je vous invite à partager avec moi par
par email ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me contacter à l'adresse ombeline@nous.ceo afin de créer une conversation ensemble, de répondre à vos questions, à vos recommandations, ou si vous souhaitez être invité sur le podcast, vous pouvez également utiliser cette adresse. Merci de laisser vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Si ce podcast contribue à vous élever en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, et transmettez cet épisode par WhatsApp ou sur vos réseaux sociaux, à vos contacts, à votre réseau, à vos amis entrepreneurs, pour faire une différence sur leur chemin. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.